Alors, on a vu que lors de la radioactivité naturelle, les éléments pouvaient se désintégrer de façon spontanée, par fusion ou par fission, mais surtout par fission nucléaire. On parle alors d'activité radioactive, c'est-à-dire la façon dont ils ont de se désintégrer. Prenons une petite simulation. Si je prends ici ce cube composé de radium-226 radioactif, ils vont avoir tendance à se désintégrer facilement pour donner des noyaux fils dont on ne s'intéressera pas. Et ici, on a un compteur en becquerel. Qu'est-ce que ce sont les becquerels? Mettons en route la simulation. Là, on voit bien les noyaux qui se désintègrent au cours du temps, de moins en moins vite d'ailleurs, parce qu'il y en a de moins en moins. Et ce que vous voyez ici, c'est le compteur qui compte le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. On appelle ça des becquerels. Refaisons la simulation. Regardez bien ici, ça suit une loi logarithmique. Hop, on voit que ça se désintègre tout d'un coup, et après, ça se désintègre plus lentement. Bah oui, puisqu'ils sont de plus en plus... il y en a de moins en moins, finalement. Et donc, on peut déterminer des grandeurs. Alors, définissons d'abord ce qu'est le becquerel. Pour déterminer l'importance des désintégrations d'une source de noyaux radioactifs, parce que tout le monde ne se désintègre pas pareil, il faut mesurer son activité radioactive. Donc, on va marquer ça en rouge, son activité. Noté A, tout simplement, exprimé en becquerel. Alors parfois c'est noté aussi N, parfois c'est N aussi. Il s'agit du nombre de noyaux désintégrés, il s'agit du nombre de noyaux désintégrés par unité de temps. Autrement dit, un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Alors c'est ce qu'on va faire. Comment fait-on pour... voilà, on peut surligner peut-être sûrement ici, hop, avec ceci. Autrement dit, un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Donc 100 becquerels, ça équivaut à 100 noyaux radioactifs qui se désintègrent par seconde. 1000 becquerels, 1000 noyaux radioactifs par seconde, etc., etc., etc. Voilà. Pour caractériser la décroissance, parce qu'on voit bien que l'activité décroît avec le temps, puisqu'il y a de moins en moins de noyaux radioactifs, d'une source, il est courant de donner la durée au bout de laquelle l'échantillon a perdu la moitié des noyaux qu'il avait au départ. Cette durée est appelée temps de demi-vie, ou période radioactive, notée T1,5. Regardons un petit peu ma simulation ici. Prenons par exemple le plutonium. On voit ici que les noyaux se désintègrent peu à peu, et le temps de demi-vie, c'est le temps pour lequel il ne restera que la moitié des noyaux de départ. Donc si ici j'ai un nombre de noyaux N0, par exemple 1 milliard de noyaux de plutonium, quand il restera 500 millions de noyaux de plutonium, on aura atteint le temps de demi-vie, qui est ici égal à, hop, qui est ici égal à 24 000 ans. Donc ça veut dire que si à partir de maintenant je prends 1000 noyaux de plutonium et que je les laisse se désintégrer, il m'en restera la moitié 24 000 ans plus tard. Sachant que le reste sera des noyaux fils puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ils n'ont pas disparu comme ça. Voilà pour l'activité. Alors, on va étudier justement l'évolution temporelle de l'activité d'une source radioactive de césium-137. Alors je vous montre juste le début. Lancez cette web app qui est ici en QR code. Réglez le nombre de noyaux sur 14 400. Cliquez sur simuler. Combien vaut la demi-vie de l'élément simulé? Alors vous voyez, ici je ne vais pas mettre 14 400. Je vais mettre 900 exprès pour ne pas spoiler. Et vous voyez là, c'est mes noyaux qui vont se désintégrer spontanément. Et je simule. On voit qu'ils se désintègrent spontanément. Enfin, les rouges se transforment en jaunes. Voilà. Et donc je vois bien qu'au départ j'avais 900 noyaux. À la fin, j'en ai 0. Le temps de demi-vie, c'est le temps pour lequel il reste du coup 900 divisé par 2, 450 noyaux. On va regarder ici à peu près. 4 et 4, 8, voilà, 9. 450 noyaux. Donc on doit être aux alentours de 11, 12. 11, 12. Excusez-moi. 450 noyaux, c'est ici. 21, 22, 23 secondes. Et donc c'est ici indiqué sur mon graphique 23 secondes. Sachant que le calcul théorique, c'est 33 secondes. Mais ici, le temps de demi-vie, excusez-moi, le temps de demi-vie est bien de 23 secondes. 33 secondes, on oublie. Si je prends un autre échantillon, ici 25 000, je simule. Hop. Et
le temps de demi-vie, c'est-à-dire le temps pour lequel il ne reste plus que la moitié des roues, ici, est toujours aussi de 23 secondes. Ça ne dépend pas forcément du nombre de noyaux. À vous de voir selon les questions qui vous sont posées. On donne le tableau de décroissance, tracer la courbe montrant l'évolution de l'activité en fonction du temps. Attention à trouver une échelle adaptée. Déterminer graphiquement le temps de demi-vie. Et ben, si ici j'ai un A qui vaut, je sais pas moi, le max, prenez la valeur maximale, c'est-à-dire 100, bah, le temps de demi-vie sera 100 divisé par 2, et on fait une lecture graphique pour avoir le temps de demi-vie. Ça nous sert beaucoup à la datation en carbone 14. Un petit mot sur la datation en carbone 14. Rien de vaut un schéma. Le carbone, qui est ici, possède 12 protons. Quand je mange une pomme, par exemple, elle contient du carbone, mais une partie du carbone qui est contenu dans la pomme, sous forme de sucre par exemple, est en fait un isotope du carbone qui s'appelle le carbone 14 et qui possède 14 nucléons. On parlait des protons tout à l'heure, c'est des nucléons, excusez-moi. Donc vous voyez là, si j'ai un échantillon, voilà, je vais avoir de temps en temps un isotope du carbone, le carbone 14, qui va être là. Un atome de carbone 14 parmi d'autres atomes de carbone 12. Donc ça, c'est le carbone 6 protons 12, et ça, c'est le carbone 6 protons, puisque carbone 14 possède plus de neutrons. Et ben, ces carbone 14 ont la propriété d'être radioactifs et donc de se diviser en plusieurs noyaux fixes, et donc finalement de disparaître au cours du temps à l'état carbone 14. Alors quand on mange, c'est pas grave, parce que comme on passe notre temps à manger, eh ben, on renouvelle toujours la quantité de carbone 14, en même temps qu'on renouvelle toujours la quantité de carbone 12. C'est-à-dire que ce qu'on fait caca, pour être précis, eh ben, on le remange derrière. Donc tant qu'on est vivant, on a toujours la même quantité de carbone 12 et de carbone 14. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où on meurt? Le jour où on meurt, on arrête de manger. Évidemment, puisqu'on est mort. Donc notre quantité de carbone, cette fois-ci, n'est plus renouvelée. Et peu à peu, on va du coup perdre notre carbone 14. Et donc, si on connaît la loi de décroissance radioactive du carbone 14, on peut estimer l'âge de décès de quelque chose. Exemple, exemple ici, si par exemple j'ai 1 fois 10 puissance 12 atomes de carbone 14 dans mon échantillon, par exemple une momie à la mort, et si quand je fais mes mesures en l'an 2000, admettons, que je trouve un chiffre de 0,1 fois 10 puissance 12 échantillon de carbone 14, sachant qu'au départ mon échantillon aurait dû contenir ça, puisque je le sais, et ben je peux estimer la date de la mort de mon échantillon. Est-ce que j'ai été clair? Sinon, je vais le dire autrement. On va faire que ça comme ça. Et admettons, je vais prendre des chiffres simples. On nous trouve une momie, un bras de momie de 1 kg. Et on sait que dans 1 kg, on a, je sais pas moi, je vais dire un truc bidon, on a, je sais pas, on va marquer. Alors ce sont des mots bidons, c'est pour vous expliquer. 1000 atomes de carbone 14. Voilà, ça c'est ce qu'on sait, c'est qu'on sait que dans 1 kg de bras humain, il y a 1000 atomes de carbone 14. C'est un exemple. Admettons, je retrouve un bras de momie, et j'étudie que dans ce bras de 1 kg, eh ben, il ne me reste plus que 10 atomes de carbone 14. Étonnant. Donc ça veut dire que c'est un vieux bras. Ben, comment je fais pour savoir la date du décès de mon bras? Je prends la courbe qui a été établie précédemment, comme ceci, avec ici le nombre ou l'activité, ici le temps. Sachant qu'ici, j'ai 1000. Numériquement, je peux évaluer ici cette courbe. Et puis après ici,
je regarde la valeur de 10, je fais une lecture graphique. Et puis par exemple, si je trouve, je sais pas moi, 15 000 ans, et ben je sais que le bras que je viens de retrouver, qui ne possède plus que 10 atomes de carbone 14, alors qu'il aurait dû en posséder 1000, et ben est donc mort il y a 15 000 ans. Et cette courbe qui est là, elle a été construite grâce aux expériences qu'on a fait de notre côté et grâce aux simulations numériques. Donc en comptant le nombre d'atomes de carbone 14 dans un élément mort et en sachant le nombre d'atomes de carbone 14 qu'il aurait dû avoir, on peut estimer l'âge de décès d'un élément. Alors ça fonctionne que pour les éléments qui sont morts depuis très 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 longtemps, parce que sinon ici, on n'arriverait pas à compter, si on a 999 ou 1000, on n'arriverait pas à compter. Sachant que les chiffres habituels ne sont pas 1000, mais plutôt de l'ordre du milliard.